Naples. Il suffit de prononcer son nom pour qu'il évoque quelque chose en chacun de nous. Ville, volcan, mafia et pizza sont sûrement les termes revenant le plus dans la tête des gens. Et pourtant, Naples est encore bien plus que ça. Un kaléidoscope paradoxal et riche d'une infinité de visages. J'ai découvert Naples d'abord par la lecture. Celle d'une saga qui m'a marqué à jamais. L'Amie prodigieuse, d'Elena Ferrante. Chaque année, je lisais un tome supplémentaire et je retrouvais avec bonheur les personnages du livre. Si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai enfin pu m'y rendre. Et voir de mes propres yeux la ville que l'auteur décrit avec tant de passion, et dans lequel évoluent ces personnages que j'ai tant aimé lire. Ce qui choque en arrivant à Naples, c'est le chaos ambiant. Tous les sens sont en éveil, et on se sent vivant. On a l'impression d'une fête constante et joyeuse. Les gens crient, parlent fort, s'animent, la ville s'active de partout, et ne laisse jamais le visiteur se reposer. Les scooters et les voitures débordent des avenues, et manquent de vous rouler dessus. L'air est moite, les rues sont étroites, les odeurs se mélangent, et les ordures, partout débordent. Toute l'histoire de la ville apparaît sous nos yeux. Naples n'a rien à cacher. L'Amie prodigieuse est avant tout une fresque de personnages, intriqués les uns avec les autres, dans leur complexité et leurs paradoxes, à la manière des quartiers d'une ville. Dans un quartier malfamé du Naples des années 50, vivent deux fillettes. Elena, petite blonde, effacée et peureuse, et Lilla, enfant à l'intelligence aussi développée que son audace et sa détermination. Leurs familles vivent dans le même bloc. Elles se connaissent depuis qu'elles sont nées, et une amitié aussi improbable et destructrice que salutaire va se développer entre elles deux. Dans cette histoire, il n'y a pas de grands méchants, ni de grands gentils. Juste le monde et ses aléas, dans une Italie en pleine mutation économique et politique, après la Grande Guerre. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que Naples y est un personnage tout aussi central qu'Elena et Lilla. La ville est à la fois la toile de fond discrète et bruyante de leurs aventures, et un serpent vivant et se déplaçant, muant à chaque instant. On apprend vite que la troisième ville d'Italie et son million d'habitants ne jouissent pas d'une bonne réputation en Italie. On l'a dit pauvre, on l'a dit laide, on l'a décrit chaotique et sale, une ville populaire et grouillante. Durant le premier tome de la série, les deux fillettes ne sortiront pratiquement pas du quartier. Leur géographie s'arrête au niveau du tunnel de la voie ferrée, qui les sépare physiquement du reste de la cité. On ne les verra véritablement sortir qu'une seule fois, à la recherche de la mer, si loin et pourtant si proche à la fois, qu'à pied elles ne trouveront jamais. On comprend alors la fracture qui sépare ce quartier, comme tant d'autres, de la ville dont il fait partie, encerclé de voies ferrées et de routes, à la manière d'une prison que l'on ne voudrait pas voir. En grandissant, Elena ira au collège, à l'extérieur du quartier, pour continuer ses études. Elle est douée, et ses parents, malgré le manque d'argent avec le seul salaire du père de famille, décident de la faire étudier. Lilla, elle, fille de cordonnier, malgré son talent, se résoudra à travailler à l'atelier avec son père et son frère. Elena, elle ira ensuite au lycée, et découvrira au gré de ses expériences la géographie complexe et cabossée de Naples. Une ville qui s'étale entre deux volcans, l'un très visible et explosif, le Vésuve, et l'autre, souterrain et perfide, 1000 fois plus dangereux encore, les champs flégréens. Le Vésuve était une forme délicate, couleur pastel, au pied de laquelle s'agglutinaient les pierres blanches de la ville. La silhouette couleur de terre du Castel dell'Ovo et la mer. Et quelle mer! Très agitée, elle rugissait, et le vent coupait le souffle, plaquait les vêtements contre le corps et soulevait les cheveux du front. Mais en réalité, c'est dans Naples même que réside le vrai volcan. Naples a une énergie inégalable. C'est un enchevêtrement inextricable de ruelles grouillantes, sans horizon. Naples est posée sur une boule de feu. La partie qui s'est refroidie flotte sur la lave. C'est sur cette partie qu'on construit les immeubles, les ponts et les routes. De temps en temps, la lave sort du Vésuve ou bien provoque un tremblement de terre qui détruit tout. Du quartier espagnol au Rione Sanita, et puis sans prévenir la mer, qui apparaît au détour de la Piazza del Plebiscito. Partout, Naples bouillonne, travaille, rit, souffre. Alors qu'Elena évolue dans la ville et en découvre les couches les plus bourgeoises et littéraires, tout en revenant le soir venu dans son monde de pauvreté, Lilla ne quitte jamais le quartier. Mais son monde s'élargit par les livres.
Si elle ne peut pas faire d'études, Lila s'émancipera par le travail. Le livre aborde évidemment la question de la mafia. En vérité, elle est présente dans pratiquement tous les chapitres. Elle s'immisce dans les maisons et les commerces, règle les dettes en échange de services, et fournit du travail au noir à ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir refuser. La mafia et le travail au noir sont encore aujourd'hui des fléaux à Naples. La mafia napolitaine, la Camorra, tient encore dans son joug des services publics comme le ramassage des ordures, ou encore l'industrie du bâtiment. Les commerçants de la ville doivent d'ailleurs s'acquitter du pizzo, un impôt versé directement à la Camorra. Dans l'amie prodigieuse, elle prend l'apparence de la puissante famille Solara, régnant en maître sur le quartier depuis son innocente épicerie. Une fois devenue une femme, grandie trop vite, Lila goûtera à la vie bourgeoise le jour, en vendant des chaussures de luxe dans la Piazza dei Martiri, dans le quartier bourgeois de Chiaia. Le jour du moins. Tout au plus aura-t-elle l'impression d'y vivre un rêve. Au travers d'Elena, elle goûtera à une vie lycéenne qu'elle aurait pu avoir, mais qui ne lui correspond déjà plus. Naples est une ville fragmentée en couches différenciées. Sur les hauteurs et le bord de mer, les nobles. Dans le centre et sur les docks, les autres. Ce qui frappe le visiteur, c'est l'étalement de la cité sur son territoire. Naples est une tâche gigantesque, labyrinthique, et toujours populaire. Le centre-ville est tout bonnement immense. Mais déjà, tout change. Dans le quartier, on construit de nouveaux logements. Au tournant des années 70, Elena a son diplôme de fin d'études. Et contre l'avis de ses parents, elle partira dans le nord, comme tant d'autres, pour fuir la misère de la ville et du sud de l'Italie. Et se sentira toujours comme une imposteur. On lui fera toujours ressentir que c'est à Naples qu'elle appartient. Lila, elle, ne bougera pas du quartier. Les règlements de compte, la violence, la corruption, qui augmentera au fil des chapitres et des livres, elle vit avec. Elle s'y est faite. Et les deux femmes se perdront de vue longtemps. L'amie prodigieuse se lit comme un tableau. Au travers de ces deux filles, c'est de Naples dont on parle en réalité. La Naples de l'amie prodigieuse est un lieu difficile, brutal, violent. Plus qu'une ville, c'est une prison bruyante et trompeuse. Quand on croit s'en être extirpé, elle vous colle à la peau, vous rattrape, vous reste dans l'esprit et ne vous fait jamais de cadeaux. C'est la critique d'une société patriarcale qui s'incarne au sein d'une ville brute et en constante évolution, où s'affrontent les fourbes et les faibles, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, ceux qui étudient et ceux qui travaillent, ceux qui fuient et ceux qui restent. Ce qu'il fallait faire, c'était s'en aller, nous dit Elena dans le livre. Partir définitivement, loin de la vie que nous avions connue depuis notre naissance. S'installer dans un lieu bien organisé, où tout était vraiment possible. Et en effet, j'avais décampé. Mais seulement pour découvrir, dans les décennies suivantes, que je m'étais trompé. Et qu'en réalité, nous étions prises dans une chaîne dont les anneaux étaient de plus en plus grands. Le quartier renvoyait à la ville à l'Italie, l'Italie à l'Europe, et l'Europe à toute la planète. Et aujourd'hui, c'est ainsi que je vois les choses. Ce n'est pas notre quartier qui est malade. Ce n'est pas Naples. C'est le globe tout entier. C'est l'univers. Ce sont les univers. Ce que j'aime dans cette œuvre, c'est que l'on découvre Naples en même temps que les personnages, à mesure qu'ils grandissent et s'émancipent. Les quartiers et l'architecture sociale et géographique de Naples, sa dureté et ses contradictions se dévoilent au fur et à mesure des chapitres et s'avèrent de plus en plus complexes à mesure qu'elles grandissent et que leurs problèmes se font de plus en plus sérieux. Aujourd'hui, Lila et Elena auraient environ 80 ans. Et que dirait-elle de la Naples d'aujourd'hui ? En visitant les lieux du livre, on se rend compte déjà que tout existe vraiment et que rien n'a vraiment changé. C'était très émouvant d'aller voir le vrai quartier qui a inspiré l'autrice pour créer l'environnement du livre. Tout existe comme dans la description. Le boulevard, le tunnel, la voie ferrée, le parc et les immeubles décrépits. Au loin, un quartier d'affaires a poussé. Aujourd'hui, Naples est bien plus touristique qu'à l'époque du livre. On le voit en déambulant dans la Via dei Tribunali ou en arpentant le quartier espagnol. La ville s'est un peu assagie, mais ses codes n'ont pas bougé. C'est une ville pleine de paradoxes et de contradictions, d'illogismes et d'absurdités, qui font d'elle, selon moi, l'une des villes les plus étranges et fascinantes d'Europe. Naples est surtout une ville à l'architecture magnifique. Il y a tant à y voir qu'il serait possible de s'y promener toute une vie.
C'est une ville empreinte de magie, de mystère et de superstition. Et ses rues étroites résonnent encore des voix de ceux qui y ont vécu au fil des siècles. Mais c'est avant tout une cité radieuse, pleine d'une énergie magique. Ici on se sent vivre, Naples réveille les endormis du monde, et ceux qui la fuient finiront forcément par se rêver dans ses rues. Comme le dit Lila dans le livre, vivre dans cette ville, c'est faire face à un déferlement permanent de splendeur et de misère, à l'intérieur d'une Naples cyclique, où tout était merveilleux avant de devenir gris et absurde, et avant de scintiller à nouveau, comme lorsqu'un nuage passe devant le soleil et qu'on a l'impression que celui-ci se cache. Une fois le nuage dissipé, le soleil redevient soudain aveuglant, et il faut se protéger les yeux de la main tant il est ardent. J'aimerais beaucoup vous partager l'enthousiasme que j'ai eu à dévorer ces 4 livres via cette vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas très lecture, il y a aussi la très bonne adaptation en série qui se trouve facilement sur des plateformes de streaming. L'Amie prodigieuse est selon moi un chef-d'œuvre de la littérature italienne du XXIe siècle, dont l'histoire, tout comme la ville, vous obsède longtemps et vous pousse à creuser toujours plus loin pour en comprendre les méandres, et à faire d'une certaine manière comme Lille l'a dans le livre. Toujours chercher à en savoir plus sur cette ville, à tenter de la comprendre et d'en faire l'expérience. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.